Voilà. J'ai la difficile tâche de vous tenir réveillé après le repas. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. Et donc mon propos va être bien évidemment sur le lait, puisque c'est un symposium sur le lait, mais pas n'importe quel lait. Alors on appelait ça les laits non conventionnels. Dans une conférence à l'IDF il y a quelques années en Grèce, on avait parlé des laits non vaches. C'est très bien parce que c'est les mêmes initiales, c'est LLC. Donc je vous parlerai des laits qui ne sont pas produits par la vache. Juste pour rappeler, bon, c'est dans mon... j'ai commis un livre, comme on dit, avec des collègues du CIRAD, avec Guillaume Dutortre, Christian Fourneau et Pascal Bonnet, et sur les peuples du lait, et j'avais écrit avec eux quelque chose sur le lait, que vous pouvez lire ici, et ce qui me paraît important, c'est que le lait procède aussi bien de la nature, ça a été dit ce matin, que de la culture. Bon, Jean-François Grenier a rappelé la symbolique du lait, et je rappelle aussi, puisque c'est le thème de ce symposium, que c'est, de mon point de vue, aussi un élément clé du développement agricole en bien des situations. Et je voulais rappeler que ça me paraît important de resituer la matière lait dans ce processus-là. Alors, ça a été évoqué, mais on va y revenir plus en détail. C'est quoi les espèces laitières dans le monde? Alors, évidemment, vous avez la vache qui est en première position. Je précise que la vache, il y a quand même deux espèces, c'est le taurin et le zébu. Et que ces deux espèces recouvrent à peu près tous les écosystèmes de la planète, sauf peut-être le Groenland et l'Antarctique. Mais sinon, c'est une espèce très plastique qui a occupé, je dirais, tous les écosystèmes possibles. Il y a bien entendu le mouton, donc les petits ruminants, le buffle en Asie, il y a la chèvre, bien entendu, il y a les chameaux, de bactriales et dromadaires, il y a les juments, donc les équidés, donc jument yak, qui est aussi un bos trumiens, donc c'est un bovidé. Et il y a les espèces un peu marginales qui sont l'âne, le renne et le lama. Alors, pourquoi ces espèces sont-elles des espèces qui ont été utilisées par l'homme pour faire du lait? Il y a 12 espèces au total que l'homme a utilisées pour faire du lait, alors qu'il y a des milliers de mammifères et que tous les mammifères donnent du lait. Alors, on constate, moi, ce que j'ai constaté sur ces 12 espèces, c'est que d'une part, ce sont tous des herbivores. Personne ne consomme, à ma connaissance, en tout cas, de lait de carnivore, du moins de façon régulière. Ce sont tous des espèces qui ont des mamelles inguinales. Ça ne paraît rien, mais on n'a aucune espèce avec des mamelles pectorales qui est très régulièrement. À ma connaissance, une espèce qui aurait pu être soumise à la traite des hommes, qui est l'éléphante domestique d'Asie, qui a des nichons bien placés là où il faut, eh bien, on ne la traite pas, bien qu'elle donne jusqu'à 15 litres de lait par jour. Bon, ce ne sont que des espèces avec des mamelles inguinales. Ce sont aussi des espèces qui sont faciles à traire. J'imagine que c'est un peu difficile de traire une souris, même si j'ai appris qu'hier à l'INRA, il y a quelqu'un qui avait inventé une machine à traire pour les souris. Et un autre élément qui est important aussi, c'est la quantité de lait. Il faut qu'elle soit suffisante. Bon, et puis il y a des animaux difficiles à traire, une chauve-souris, il faut quand même l'attraper. Et il faut également noter l'importance des propriétés organoleptiques. Je n'ai pas goûté de lait de truie comme a évoqué ce matin Jean-François Grenier, mais je ne sais pas quel goût ça a, mais peut-être qu'il n'est pas bon du tout. Donc ce sont ces éléments qui ont fait qu'on a choisi, l'homme, au cours de l'histoire, à domestiquer les animaux pour en utiliser leur lait. Alors, la place de ces laits non vaches, ça a été dit, mais je donne les chiffres précis. La pollution laitière qui provient des autres espèces que la vache représente 17% du lait produit dans le monde. Dixit, les statistiques officielles de la FAO. De toute façon, on n'en a pas d'autres. Même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ces chiffres, c'est les seuls qui sont disponibles. Et parmi ces espèces, la première, c'est le buffle,
Ensuite vient la chèvre, ensuite le mouton et ensuite le chameau. Les autres représentent très très peu en termes de quantité, et de plus, on n'a pas de données statistiques disponibles. Cette proportion de lait non vache ou de lait non conventionnel varie considérablement d'un continent à l'autre. Vous pouvez voir sur cette diapo qu'en Asie, ça représente environ 40% du lait consommé. En Afrique, ça représente également autour de 25%. En Europe, c'est essentiellement dû à la présence de petits ruminants. Bon, Amérique et Océanie, pratiquement absents. Donc, ce sont des laits qui sont spécifiques à certaines zones géographiques, et on verra pourquoi. Alors, un autre élément qui est intéressant de noter, c'est que la proportion de ces laits non vaches augmente depuis 1961, qui est la date des premières statistiques de la FAO, et le pourcentage de ce lait est passé d'environ 8% à 17% aujourd'hui. Ce sont les chiffres là de 2012. Donc il y a une augmentation progressive de cette proportion qui est intéressante à noter, qui donne une place plus importante à ces laits non conventionnels. Et quand on regarde la croissance par espèce, par continent, pardon, on s'aperçoit que c'est aussi en Asie, donc la courbe en vert, et en Afrique, la courbe en bleu clair, où la croissance est la plus forte, où la proportion de ces laits est la plus forte. Maintenant, quand on regarde la distribution géographique plus détaillée, on s'aperçoit que d'une part, pardon, excusez-moi, petit, voilà, c'est comme ça, voilà, que le lait de buffle est particulièrement abondant dans l'Asie du Sud-Est et dans l'Asie du Sud, c'est-à-dire Inde et Pakistan, mais aussi en partie en Afrique du Nord. C'est le buffle d'Égypte qui joue un rôle relativement important. Pour ce qui concerne le lait de chèvre, sa proportion la plus importante, on la trouve en gros en Afrique du Nord, on la trouve également en Afrique de l'Ouest, on la trouve dans les Caraïbes, ce qui est assez surprenant, mais c'est quand même la zone de la chèvre créole, et on utilise son lait. Concernant le lait de brebis, on va le trouver surtout dans l'Asie de l'Est et autour du bassin méditerranéen. Quant à le lait de chamelle, il est abondant surtout en Afrique de l'Est et en moindre proportion en Afrique de l'Ouest. Donc il y a des zones privilégiées pour ce type de lait. Si on regarde la productivité laitière, donc c'est la quantité de lait produit par an. Alors ce sont des chiffres qui viennent des statistiques de la FAO et qui sont calculés sur le nombre total des animaux, et donc forcément ça ne leur répond pas à une productivité individuelle, mais c'est une moyenne sur l'ensemble de la population des femelles laitières. On s'aperçoit que la productivité laitière la plus importante, c'est bien sûr la vache, mais qui est talonnée par le buffle, et la chamelle derrière. Quant à la chèvre et la brebis, elles sont très très loin derrière cette productivité. Donc une productivité globalement assez faible par rapport à la vache. Le problème, c'est qu'il faudrait aussi rapporter ça au poids des animaux pour avoir une visée beaucoup plus claire de ce que représente cette production. Quand on regarde la croissance de la productivité laitière depuis 1961, toujours selon les données de la FAO, on s'aperçoit que cette croissance, elle est particulièrement élevée pour le buffle, ici, et elle est pas mal du tout aussi pour la chamelle, qui suit à peu près la courbe de croissance de la productivité de la vache. En revanche, pour les petits ruminants, chèvres et brebis, cette croissance est relativement faible. Bon, on peut se demander s'il y a un faible intérêt pour les petits ruminants laitiers à travers le monde. Évidemment, il ne faut pas voir ça à travers le prix européen, mais à travers l'ensemble des espèces au niveau mondial. Alors, un autre chiffre intéressant, c'est la vocation laitière des non-vaches. C'est-à-dire que, finalement, quand on regarde le pourcentage de femelles en lactation dans les différentes espèces, on s'aperçoit que, là, en gros, il y a 30% des buffles de la population mondiale de buvaline qui est destinée à la production de lait.
Il y en a environ 23% pour la chamelle, autour de 20% pour la chèvre, autour de 18% pour la brebis, et pour la vache, finalement, c'est celle qui a la proportion la plus faible. Évidemment, il y a là-dedans beaucoup de vaches qui sont élevées pour la viande et non pas pour le lait. Donc on peut penser que la vocation laitière des espèces non conventionnelles, elle n'est pas si nulle que ça. Bon alors, maintenant je vais essayer de faire un panégyrique par espèce de ces laits, en commençant par le lait de brebis. On voit que la concentration de la production du lait de brebis se situe autour, en premier lieu, du bassin méditerranéen, on va dire élargi, et autour de l'Asie du Sud-Est. Et si on regarde les systèmes de production, si on essaie d'avoir une vue d'ensemble des systèmes de production laitiers, il y a des races spécialisées pour le lait, la cône, la frisonne, la voici, la sarda, la sape, pour en citer quelques-unes, et donc principalement autour du bassin méditerranéen et dans des régions souvent semi-arides. L'utilisation de l'espèce, c'est principalement la production fromagère, et là-dessus, il y a une tradition en France et autour du bassin méditerranéen qui est important, avec quelquefois des bassins très bien organisés, comme le bassin de Roquefort en France, pour ne citer qu'un exemple. Ce sont des systèmes qui sont souvent semi-traditionnels, mais avec quelquefois des unités de grande taille, modernisées, notamment en Europe, avec aussi des pratiques laitières appuyées sur une transhumance qui est toujours possible. Quand on regarde le lait de chèvre, alors le lait de chèvre est plutôt considéré comme le lait des pauvres, ou la chèvre, la vache des pauvres. C'est une expression qu'on voit souvent dans les livres. Alors la chèvre, c'est un peu comme la vache, elle s'élève un peu partout. Il n'y a pas vraiment de zone particulière de bassin de production au niveau mondial, sauf en Scandinavie et en Amérique du Nord. Là aussi, on a des espèces qui se sont spécialisées dans la production de lait, comme la Salem, l'Alpine, la Tegenbourg, la Mancha, la Nubian, je m'excuse pour l'accent, sur donc des espaces très répandus, mais souvent dans ces espaces-là, des zones relativement marginales, avec plutôt des faibles ressources. L'utilisation, beaucoup d'autoconsommation du lait cru de chèvre à travers le monde, une fabrication fromagère qui est le plus souvent artisanale, et là il y a une forte tradition française que je souligne, avec des types d'élevage qui vont de systèmes traditionnels. Bon, on va trouver un peu la même chose à chaque fois, à petite et moyenne échelle, mais quelques unités très modernisées, notamment en France. Le lait de bufflone, ce que j'appelle le lait des rizières, c'est un animal qui est surtout abondant en Asie du Sud, donc l'Inde et le Pakistan, en Asie du Sud-Est également, bien que celui qui sert à faire le lait, c'est pas tant le buffle qu'on appelle le buffle des rivières et qui est élevé surtout au Vietnam, Thaïlande, Laos et Cambodge et sud de la Chine, et aussi en Europe du Sud-Est. Bon, élargi, puisqu'on va compter ici l'Égypte et l'Italie, bien entendu, la Bulgarie, qui ont une population de buffles. Là aussi, des races laitières, donc j'ai une liste ici, comme la Mourane, l'Iranie, etc. Les territoires, ce sont les zones humides d'Asie du Sud, donc le long des rivières et des grands fleuves aussi, le long du Nil ou le long du Pô en Italie, ou aussi le long de l'Amazone. L'île de Marajo au Brésil est une île qui est connue aussi sur sa production de lait de buffle. L'utilisation, on sait que c'est un lait qui est riche en matière grasse, donc facilement fromageable, et donc son utilisation, c'est beaucoup les produits comme le beurre et le fromage, la mozzarella, et évidemment parmi le premier. Et les types d'élevage, bon, c'est souvent, en tout cas en Asie du Sud, des petits élevages traditionnels, mais il y a quelques grandes unités modernes. En Inde, j'avais cité dans la région de Bombay, il y a quelques décennies, une grande unité de production de buffles, et puis évidemment en Italie. Alors, caractéristique de cet élevage, il n'y a pas de mobilité, contrairement aux petits ruminants. Alors, un mot sur les systèmes de production camélin laitier. Il n'y a pas de Holstein à Boss, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de race laitière proprement dit.
Il y a des races qui auraient peut-être un bon potentiel, comme la Madjaïm en Arabie Saoudite ou l'Armena ou Turkménistan, mais ça reste encore à prouver. C'est évidemment l'animal des déserts. Le lait est consommé majoritairement cru, souvent autoconsommé, mais aussi sous forme fermentée, notamment en Asie centrale. On aura une présentation cet après-midi là-dessus. Quelques tentatives fromagères. Bon, la Mauritanie, qui est connue évidemment, et on essaye de notre côté en Arabie Saoudite de faire un camembert, pour reprendre l'expression de Frédéric tout à l'heure. Les types d'élevage, évidemment, système traditionnel majoritaire, nomade ou transhumant, donc forte mobilité, mais maintenant on voit se développer des systèmes semi-intensifs, périurbains, ou intensifs, notamment dans la péninsule arabe. Et on aura peut-être un exemple avec la grande ferme de Camélicius aux Émirats arabes. Alors les laits marginaux, j'appelle ça les laits marginaux parce qu'effectivement ils sont en quantité très très faible, mais ils existent. Le lait d'Oren dans les hauteurs glacées de l'Europe et de la Sibérie, le lait de jument en Asie centrale, le lait de yak dans les hautes montagnes d'Asie centrale également. Alors un petit mot sur le lait de lama, c'est vraiment très très marginal, mais on trouve au Pérou sur les marchés du lait de lama. Il faut savoir que c'était le seul lait auquel les Incas avaient accès, puisqu'ils ne connaissaient ni la chèvre, ni le mouton, ni la vache, avant l'arrivée des Espagnols. Et que, en fait, l'utilisation du lait de lama a disparu, en gros, avec la colonisation. Et aujourd'hui, bon, pour un tas de raisons diététiques, symboliques et tout ce qu'on verra, on y revient un petit peu. Donc ces systèmes laitiers marginaux, quelques mots sur la jument et la naisse laitière. J'ai un petit fait pour la naisse laitière parce que j'ai grandi, on m'a donné du lait de la naisse quand j'étais petit. Il m'en reste des traces, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est des animaux qui sont essentiellement utilisés pour le lait dans les steppes d'Asie centrale et en Europe occidentale pour la naisse, mais souvent à des visées cosmétiques, plus que nutritionnelles. Bon, j'ajoute quand même que le lait fermenté, c'est un élément important de coulisses, un élément important de la tradition laitière d'Asie centrale. Les systèmes sont souvent transhumants ou nomades, pour les juments d'Asie centrale en tout cas. Et puis il y a des unités qui étaient très modernisées à l'époque soviétique, qui ont plus ou moins bien évolué, et des petites fermes asines qui sont liées à un lait produit avec une forte valeur ajoutée, parce qu'essentiellement pour des raisons diététiques, thérapeutiques, médicinales, bio, tout ce que vous voulez. Le yak, c'est vraiment l'animal des hautes montagnes d'Asie centrale, utilisé pour le lait cru et surtout pour son beurre alimentaire et cosmétique. Donc ce sont des systèmes montagnards transhumants, traditionnels, mais en Chine, vous avez des unités qui sont modernisées avec beaucoup d'hybridation avec la vache pour augmenter le potentiel laitier. Bon, le lama, je l'ai évoqué, il existe encore des systèmes communautaires indiens qui utilisent ce lait, mais vraiment de façon anecdotique. C'est pas facile de faire un lama. Et puis le Lorraine, dans les terres polaires, c'est utilisé sous forme de lait cru. Il y a quelques initiatives de transformation, y compris en transformation fromagère. Je crois que c'est le fromage le plus cher au monde, si je me souviens bien. Et donc, ce sont des systèmes traditionnels, mais tout à fait marginaux. Donc, je ne m'apesanterai pas là-dessus. Je ne vais pas m'apesanter sur ces diapositives qui a déjà été présentées par Frédéric ce matin, sauf pour signaler tout de même que parmi tous ces laits, il y en a au moins deux grands types. Il y a ceux qui sont fromageables, comme le lait de buffle, le lait de chèvre et de brebis. Il y en a qui ne le sont pas, comme le lait d'équidés. Et puis il y en a qui sont un peu intermédiaires, comme le lait de chamelle. Et donc, derrière cette diversité dans la composition, il y a aussi une grande diversité de comportement de la matière et d'utilisation par les gens. Alors, l'intérêt nutritif des laits non vaches, c'est quoi? Ça a été un peu évoqué aussi, donc je vais passer assez vite, mais c'est le rendement beurrier élevé et la richesse en calcium, par exemple dans le lait de bufflone ou de bufflesse, je ne sais pas comment on dit exactement, l'importance des acides gras à chaîne moyenne chez la chèvre, les propriétés fromagères, par exemple chez la brebis, la richesse en vitamine C, en lactoferrine et l'absence de bêta-lactaglobuline chez la chamelle, c'est la composition
soi-disant proche du lait de femme chez les équidés, et c'est la richesse en protéines et en matières grasses chez le yak et le renne. Donc chaque lait a ses propres intérêts nutritifs pour les consommateurs. Maintenant, quels sont les avantages et les atouts de ces laits non conventionnels, au-delà de leur composition? Avantages, j'en vois 4 qui sont importants. D'une part, c'est une production qui se fait dans des zones marginales. On a parlé du désert pour le chameau, on a parlé des hautes montagnes pour le lama et pour le yak, on a parlé des steppes pour la jument, on peut parler des zones semi-arides pour les petits ruminants. Donc c'est vraiment un animal qui est adapté aux zones les plus marginales. Et donc, à ce titre-là, la production de lait dans ces zones est tout à fait importante. C'est une production qui est assurée par des espèces qui sont adaptées à leur milieu. Et quand on parle de durabilité, moi, il me semble que c'est un élément important à signaler. C'est une production qui se fait souvent dans des systèmes à faible intrant. C'est enfin des laits qui sont très souvent autoconsommés et donc qui assurent la sécurité alimentaire des ménages les plus pauvres et qui aussi sont quand même capables de se soumettre à un processus d'intensification malgré tout. Donc c'est cet ensemble d'avantages qui fait qu'il ne faut pas oublier ces espèces laitières. Alors les défis auxquels ces espèces sont confrontées, j'en vois également environ 4 importants. 1, améliorer leur productivité. On verra, j'ai un tableau après où on montre le potentiel laitier qui est loin d'être négligeable, mais grosso modo, à l'échelle mondiale, la productivité des espèces est relativement faible. Mieux intégrer ces produits sur le marché local, national, voire international. Si vous voulez aujourd'hui consommer du lait de chamelle en Europe, c'est extrêmement difficile. Peter Nagy nous fera part des difficultés qu'a eu la ferme Camélie Sousse à Dubaï pour pénétrer le marché européen, par exemple, avec son lait de chamelle. Donc, cette intégration n'est pas évidente et je pense qu'il y a un effort à faire pour mieux intégrer sur le marché ces produits. Développer la transformation de ces produits. Bon, je vais vous donner l'exemple de la fromage de chamelle, du fromage de chamelle. Vous en goûterez demain à la Cheese Party, d'ailleurs, on en a amené dans les valises, on ne les a pas déclarées à la douane. Et assurer aussi une meilleure connaissance. Alors ça a été évoqué notamment par Frédéric ce matin, une meilleure connaissance de la composition et du comportement de ces laits ainsi que de ses propriétés biologiques, si nécessaire. Parce que je pense qu'il y a, ça a été dit, il y a des milliers de publications sur le lait, mais quand on regarde les publications sur ces espèces non conventionnelles, là, le nombre de publications, on peut les compter plus facilement. Alors, pour répondre à certains de ces défis, comment améliorer la production laitière? Simplement rappeler que rapporté au poids des animaux, ici, on s'aperçoit qu'effectivement la vache a la meilleure productivité, le buffle ensuite c'est la chèvre qui a la meilleure productivité rapportée à son poids, devant la chamelle et loin aussi devant le mouton, au moins les espèces pour lesquelles on a des statistiques. Il faut noter qu'il y a un potentiel qui est loin d'être négligeable. D'après la littérature, on peut trouver des moutons qui sont capables de produire 800 litres par lactation, des chèvres qui produisent jusqu'à 1500 litres, des buffles jusqu'à 4000, des chamelles jusqu'à 6000, des chevaux jusqu'à 3600 et des yaks jusqu'à 1000 litres de lait. Donc le potentiel est loin d'être négligeable, mais il y a encore probablement des marges de progrès. Et puis un autre élément qui me paraît important, c'est l'efficience alimentaire, parce que des espèces comme la chamelle ou la bufflonne valorisent beaucoup mieux les fourrages pauvres et en tant que telles ont une meilleure efficience alimentaire en termes de transformation laitière, sur lesquelles on pourrait aussi s'appuyer. Comment développer l'intégration marchande des produits laitiers? Bon, ça a été souligné tout à l'heure par M. Bennett, c'est que le lait est produit quotidiennement et donc il assure une trésorerie pour les plus pauvres. Ça, c'est un élément important dans les pays en développement. Les femmes, bon, on va y revenir, jouent un rôle important, et notamment non seulement dans la production, mais aussi dans le commerce et l'organisation des filières. On a vu l'exemple de l'Afghanistan ce matin. Mais l'important, c'est de passer du marché local, parce que ces laits sont essentiellement consommés sur les marchés locaux, au marché international.
une question, parce que c'est une question qu'on s'est posée en Afrique de l'Ouest. Il y a eu un séminaire il y a quelques années là-dessus, justement, sur le rôle des femmes dans la filière lait en Afrique de l'Ouest. On s'aperçoit que lorsqu'on a une meilleure valorisation des laits non conventionnels, il y a une tendance aussi à ce que les femmes perdent un peu leur pouvoir sur ces laits-là. On va en revenir dans la discussion. Maintenant, développer la transformation laitière, il s'agit, de mon point de vue, d'approfondir les connaissances pour innover cette transformation. Alors j'ai pris l'exemple du fromage de Chemel parce que je suis dedans depuis 3 ans, là, jusqu'au bout. On a essayé des transformations, mais pour l'instant, on n'arrive pas, par exemple, à faire du lait UHT avec du lait de Chemel. Donc, il y a encore des recherches à faire sur ces aspects-là. Augmenter la connaissance des laits non conventionnels, ça veut dire travailler sur la transformation, sur la valeur nutritionnelle, sur les caractéristiques des produits, sur les marchés de lait non conventionnels et sur les facteurs de santé. Donc, ma conclusion, c'est de dire que d'une part, l'importance des laits non vaches ou non conventionnels qu'on voulait s'accroît à l'échelle mondiale, comme vous avez pu le constater sur ces statistiques. Ça accroît non seulement en termes de production, mais aussi sur le plan culturel, économique et écologique. Je souligne encore une fois l'efficience alimentaire de certaines de ces espèces. La caractérisation de ces laits et des produits, à mon sens, doit être un objectif de la recherche. J'ai juste fait des petites statistiques. Le lait de Chamel représente autour de 0,67% de la production de lait mondiale. Un peu moins de 1%. Mais ça représente 0,01% des publications sur le lait. C'est juste un indicateur comme un autre, mais c'est pour dire qu'il y a encore de marge de progrès. Les laits sont largement produits par des populations, ces laits de non conventionnels, par des populations pauvres ou des populations qui vivent dans des zones marginales. Et donc, à ce titre, ça me paraît important de soutenir ces productions par les décideurs politiques, par ceux qui ont les sous, pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la préservation de l'environnement et notamment pour maintenir ces populations rurales dans les hautes montagnes, dans les steppes et dans les déserts. Donc moi, ça me paraît être un élément important en termes de développement. Bon, voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.